Alors, une fois encore, bonsoir à tous. Je pense que nous allons démarrer dans une minute. Pour ceux-là qui étaient présents hier, nous avons, en attendant l'heure, nous allons rappeler rapidement la séance d'hier pour ceux qui n'étaient pas présents. Donc, hier, il s'agit de l'introduction à la rédaction de projets communautaires. Et entre autres, nous avons parlé de la, voilà, nous avons échangé sur la définition de projet communautaire. C'est quoi un projet communautaire? Et nous avons pu dire que le projet communautaire, c'est un projet qui se rapporte à une communauté donnée. Donc, c'est un projet qui identifie un problème lié à une communauté donnée et il apporte une solution locale à ce problème. Donc, cela voudra dire que si j'identifie par exemple un problème de scolarisation des enfants, j'apporte une solution à ce problème au sein de la communauté à travers un projet, d'accord, en exploitant les ressources locales de cette communauté. Donc, nous avons eu à développer plusieurs types de projets communautaires, notamment le projet communautaire, ça peut être lié à l'environnement, notamment la valorisation des déchets, ça peut être le reboisement, ça peut être également les engrais biologiques, la promotion, la production et la promotion des engrais biologiques au sein de la communauté. Et lorsque nous revenons également toujours dans le sens des projets communautaires, nous avons également des projets de développement social. Ça peut être la construction des cliniques, par exemple, des cliniques mobiles. On peut, par exemple, décider, si c'est notre domaine, on peut lancer, par exemple, un projet qui vise à faciliter l'accès aux soins par les populations. Donc, ou l'éducation, par exemple, comment développer, aussi faciliter l'accès à l'éducation de qualité pour les communautés. Donc, voici autant de projets qu'on peut développer dans le sens du développement social. Il y a également des projets liés, bien évidemment, à l'économie. Donc, si par exemple, je décide d'apporter les solutions de microfinance à travers les tontines participatives au sein même de la communauté. Si par exemple les coopératives se plaignent, ils n'ont pas accès au financement, ils n'ont pas accès au microcrédit, alors que vous pouvez développer un système qui leur permettra entre les coopératives, de faire ce qu'on appelle des tontines participatives. Donc, si c'est par semaine, une personne ramasse et pour financer le projet de cette personne-là, et ainsi de suite. Donc, ça permet, tant soit peu, à travers cette solution même au sein de la communauté, de développer, de résoudre le problème d'accès au microcrédit. Donc, voici en bref ce que nous avons développé. Hier, nous avons vu également les principes de base d'un projet communautaire. Lorsqu'on parle de projet communautaire, il y a certains principes de base qu'il faut maîtriser, notamment les objectifs. Donc, un projet, on ne peut pas lancer un projet communautaire sans savoir au départ quels sont les objectifs de ce projet. On ne peut pas lancer un projet communautaire sans savoir à la fin de l'exécution de ce projet quels sont les résultats qu'on cherche à atteindre. Donc, on ne peut pas également lancer un projet communautaire sans savoir les différentes parties prenantes. Et entre autres, les différentes parties prenantes sont les ONG, c'est-à-dire l'ONG même qui exécute le projet. Il y a aussi les bénéficiaires, c'est-à-dire la communauté. Ça peut être les coopératives, ça peut être un groupement, ça peut être un village, et ainsi de suite. Donc, ils font partie prenante. Ça peut être également les bailleurs,
ou les donateurs, ceux qui financent le projet, ceux qui accompagnent le projet, que ce soit sur le plan financier, matériel ou technique. Donc, très souvent, on les appelle les PTF. PTF qui veut dire partenaires techniques et financiers. Donc, les partenaires techniques et financiers font partie prenante d'un projet communautaire. Donc, ce qui est différent, ce qui différencie le projet communautaire à un projet individuel ou un projet d'entreprise, c'est ça. Lorsqu'une entreprise veut lancer un projet, c'est bien évidemment à but lucratif. Donc, c'est peut-être, il veut mettre en place un nouveau produit sur le marché. Donc, ils vont solliciter un financement auprès des banques. Ça, c'est différent. C'est un projet de société, c'est un projet d'entreprise, c'est un projet individuel. Ça, c'est différent d'un projet communautaire. Voici un peu ce que nous avons dit au cours donc de la séance d'hier. Et aujourd'hui, nous allons évoluer avec le deuxième module, le second module et le dernier module d'ailleurs, pour le compte de cette formation. Et je tiens à rappeler que c'est une formation interactive. Donc, je vais développer un tant soit peu et ensuite, la parole vous sera donnée. Ceux qui ont des apports, ceux qui ont des apports, des observations ou des préoccupations, vous aurez donc la parole afin de vous exprimer. Donc, ici, nous avons sans doute des personnes qui s'y connaissent aussi dans ce domaine, qui pourront peut-être apporter leur point de vue pour améliorer ce que nous faisons déjà. Donc, vous allez m'accorder quelques secondes pour que je puisse partager mon écran. Alors, un instant. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que mon écran est visible? Si mon écran est visible, merci de le dire en commentaire afin qu'on puisse savoir qu'on est en train de se suivre là. Est-ce que mon écran est visible, s'il vous plaît? Mon écran, est-ce que vous voyez mon écran? Module 2, identification des besoins et analyse de contexte. Est-ce que vous voyez ça à l'écran? Non. Est-ce que c'est pareil chez tout le monde? Oui, c'est pareil pour tout le monde. L'écran n'est pas toujours visible? N'est pas toujours partagé. Oui, l'écran n'est pas visible. Vous ne voyez pas module 2, identification des besoins? L'écran est parti. Vous pouvez ouvrir votre micro. L'écran n'est pas visible. Module 2, vous ne voyez pas l'écran? Jusqu'à présent, l'écran n'est pas visible. D'accord, je vais voir qu'est-ce qui se L'écran passe. n'est pas visible. Oui, c'est bon, l'écran est revenu. Voilà, c'est bon là.
D'accord. Ça va, c'est pas mal. Un mandat particulier. Ouais, c'est bon, mais Module 2, c'est visible cette fois-ci? Oui, cette fois-ci, c'est bon, c'est visible. D'accord, super. Alors, sans plus tarder, si c'est bon chez tout le monde, nous allons aller très vite. Donc, au cours de ce module, ce soir, nous allons parler de l'identification des besoins et analyse de contexte. Tel que nous l'avions développé hier, les sources de financement d'un projet communautaire qui est piloté par les OSC, OSC entendu Organisation de la société civile, organisation de la société civile, donc généralement composée bien évidemment des organisations non gouvernementales qu'on appelle ONG. Donc ce sont eux qui pilotent généralement les projets communautaires, mais également les coopératives. Donc les sources de financement sont très souvent soit des dons issus donc des fondations ou des institutions internationales, telles que la Banque mondiale, par exemple. Il y a des projets qui sont financés par la Banque mondiale, l'Union européenne, la BAD, la Banque africaine de développement. Donc, il y a plein d'institutions qui financent bien évidemment les projets. Et donc, lorsque une institution lance un appel à projet pour soutenir un projet, vous allez constater qu'il précise que le financement est orienté pour des projets dans tel domaine et plus précisément dans les zones, on précise les pays, on précise même les zones, les régions. Alors pourquoi ceci est fait? Donc vous devez comprendre que c'est compte tenu des études qui ont été menées, d'accord, qui permettent bien évidemment d'identifier les besoins. Oui, les documents en PDF, vous les aurez à la fin. Donc, nous allons d'abord continuer avec le développement. Donc, voilà. Donc, les besoins sont identifiés à travers les études qui sont menées sur le terrain afin de savoir que dans telle localité, ils ont telle difficulté. Ils ont des difficultés à avoir accès à telle chose. Donc, on peut orienter tel projet en leur faveur. Donc, c'est à travers les études. Et comment ces études sont menées, c'est de ça que nous allons parler au cours de cette séance de ce soir. Donc, l'identification des besoins et analyse de contexte. Vous n'allez pas, par exemple, aller proposer un projet de... je ne sais pas moi. Bonjour, bonjour. Oui, merci de couper votre micro pour le moment. Vous n'allez pas, par exemple, aller proposer un projet sur l'adduction en eau potable pendant que le besoin ne se fait pas ressentir au sein donc, de la population. Vous n'allez pas aller mettre en œuvre un projet de microfinance au profit des coopératives pendant que le besoin n'y est pas. Donc, pour identifier le besoin, il faut d'abord des études. Donc, c'est suite à ces études qu'on identifie le problème auquel la population ou la communauté est confrontée. Merci. Ouvrez vos micros, s'il vous plaît. Monsieur Oumar, merci de couper votre micro. Voilà. C'est suite, monsieur Oumar, votre micro est toujours ouvert. Merci de couper votre micro afin qu'on puisse mieux s'entendre. Merci. Donc, je disais tantôt que les besoins sont identifiés ou les problèmes sont identifiés suite à des études avant de dire que nous allons aller mettre en œuvre tel projet dans telle localité.
Donc, c'est suite à ces études que ceux qui financent les appels à projets, par exemple, donnent ces différentes précisions. Donc, comment on fait l'identification des besoins et comment analyser le contexte, c'est de ça que nous allons parler ici ce soir, parce que c'est la base même de la mise en œuvre d'un projet. Il faut connaître ça d'abord avant de trouver une idée de projet à mettre en exécution dans une localité. Donc, le contenu de ce module, nous allons voir analyse de la situation actuelle. Pour ceux qui étaient là hier, je l'ai précisé, un gestionnaire de projet, c'est quelqu'un qui a des outils, qui maîtrise les outils et qui a une démarche donnée. Donc, un gestionnaire professionnel de projet, c'est la maîtrise des outils et la méthode. Donc, pour analyser la situation actuelle, il faut d'abord collecter les données et faire des diagnostics. Donc, et nous allons voir deux outils dans ce sens-là, le SWOT et le PESTEL. Donc, je pense que certaines personnes connaissent déjà cet outil. Donc, nous allons voir comment cet outil l'utiliser, comment on l'utilise pour pouvoir identifier et pour analyser la situation actuelle. Ensuite, nous allons voir l'identification des problèmes et des besoins. Et dans ce chapitre, nous allons voir les techniques de collecte de données. Donc, à travers les enquêtes, comment on élabore les questionnaires d'enquête. Donc, quelles sont les techniques d'élaboration des questionnaires, des questionnaires pour des enquêtes afin d'obtenir, d'accord, les informations nécessaires dont on a besoin. Donc, nous allons ensuite voir comment on analyse les résultats. Donc, lorsque vous finissez les enquêtes, comment analyser les résultats pour pouvoir élaborer le problème central. Donc, ça suit une logique, je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'abord, on fait l'analyse de la situation actuelle à travers des outils que nous allons voir au cours de cette séance. Et après qu'on identifie, qu'on a les données, d'accord, on va essayer d'identifier les problèmes et les besoins. Et après l'identification des problèmes et des besoins, nous allons maintenant élaborer le problème central afin de dégager quel projet mettre en œuvre pour apporter telle ou telle solution à tel problème au sein de la communauté. Donc, voici ce que nous allons voir au cours de cette séance de ce soir. Voilà. Donc, excusez pour les arrêts parce que en temps, je dois aller accepter certaines personnes qui sont à la porte. Donc, l'analyse de la situation, on dit collecte des données et diagnostic. L'analyse de la situation actuelle par le biais de la collecte des données et de diagnostic est une étape cruciale dans la planification d'un projet communautaire. Elle consiste à recueillir des informations détaillées sur les conditions et les besoins actuels de la communauté cible. Donc, le but de collecter les données, ça vous permet bien évidemment, d'accord, d'avoir des informations détaillées sur les conditions et les besoins actuels de la communauté cible. Donc, il faut avoir ces informations afin d'identifier le problème le problème dont est confrontée la communauté avant de penser à une solution à leur apporter. Donc, cela inclut des données quantitatives comme des statistiques démographiques, économiques et sanitaires, ainsi que des données qualitatives. Donc, nous allons voir ici quelles sont les données qui sont qualifiées de quantitatives et les données qui sont qualifiées de qualitatives, parce que vous aurez besoin de ces deux éléments-là. Donc, lorsqu'on va sur le terrain, on dit qu'on fait des études, on va recueillir des données. Il y a deux types de données. Il y a les données quantitatives et les données qualitatives.
Donc, lorsqu'on élabore, on élabore des questionnaires pour des enquêtes, les questionnaires prennent en compte exactement ces deux aspects. On pose des questions pour avoir des données quantitatives et on pose également des questionnaires, des questions pour avoir des données qualitatives. Je ne sais pas si vous comprenez ce point-là. Donc, pour ceux-là qui ont déjà mené des enquêtes sur le terrain, voilà, et vous allez remarquer cela. Donc, lorsqu'on demande de faire des enquêtes sur une population cible, voici les deux éléments qu'on recherche, les données quantitatives et les données qualitatives. Et la différence, c'est quoi? Les données quantitatives permettent bien évidemment d'avoir, en termes de nombre, comme le mot l'indique, quantitative, quantité. Donc, en termes de chiffres. Et les données qualitatives, ça, c'est à travers, par exemple, les observations, à travers les témoignages, c'est-à-dire l'impact réel d'un projet ou l'impact réel d'une situation. Donc, si c'est des maladies, je prends un exemple, si c'est des gens souffrent d'une maladie donnée, on peut dire que tel nombre de populations, tel nombre de personnes souffrent de cette maladie. Ça, c'est une donnée quantitative. D'accord? Maintenant, l'impact de cette maladie, qu'est-ce que cela, c'est-à-dire quel impact cette maladie a sur le quotidien de la population, que ce soit sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan social. Donc ça, c'est les données qualitatives. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre les données quantitatives et les données qualitatives à travers l'exemple que je viens de donner. Donc, par exemple, dans un projet de réduction des maladies d'origine hydrique, la collecte de données pourrait inclure des tests de qualité de l'eau. Donc, on dit par exemple, si c'est un projet, vous voulez mettre, je suppose que vous voulez rédiger un projet qui vise à construire par exemple des puits de grand diamètre ou des forages pour apporter de l'eau potable au sein de la population. Les études que vous pouvez mener, peut-être qu'entre-temps, les personnes souffrent des maladies liées à l'eau qu'ils prennent. Donc ça, c'est un problème très souvent qu'on rencontre au sein de la communauté. Les gens boivent l'eau de marigot. Les gens boivent l'eau de ruissellement. Donc, on veut apporter une solution à cela. Donc, les données que vous cherchez à ce niveau, que vous allez chercher bien évidemment à recueillir, d'accord, pourrait inclure des tests de qualité de l'eau. Il faut identifier d'abord la qualité de l'eau. Donc, des enquêtes de santé publique, combien de personnes souffrent de maladies liées à l'eau qu'ils prennent et des consultations avec des résidents locaux. Voilà un exemple de projet sur, par exemple, des projets d'adduction d'eau potable. Alors, l'outil qu'on utilise pour ces collectes de données, il y a le SWOT et le PESTEL. Nous allons voir en quoi ces outils sont utiles dans le cadre de la collecte de données sur le terrain. Donc, le SWOT, il faut dire que c'est un mot anglais et qui veut dire tout simplement, et en français, on dit forme. C'est-à-dire les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Donc, c'est un outil qui permet d'avoir des données, d'accord, afin de les analyser au sein de la communauté. Voilà. Donc, c'est quoi l'importance de l'outil SWOT? Ou, voilà, SWOT, c'est en anglais qui veut dire Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. C'est-à-dire les forces, les faiblesses, opportunités et menaces. Donc, lorsque, par exemple, je prends un village X, d'accord, vous voulez enquêter sur un village X,
vous voulez bien évidemment avoir des données, voici l'outil que vous pouvez utiliser. L'outil FOB, lorsque nous prenons la force, il s'agit ici d'identifier les atouts internes qui peuvent être exploités pour atteindre les objectifs du projet. Par exemple, une équipe expérimentée ou des ressources financières solides. Donc, hier, tel que je le disais, les projets communautaires visent à apporter des solutions locales. C'est-à-dire, on utilise les ressources locales pour apporter une solution au problème de la communauté. L'outil que vous utilisez, Monsieur Sangaré, merci de couper votre micro. Voilà. Donc, les forces, à ce niveau, il s'agit d'identifier les atouts internes qui peuvent être exploités pour atteindre les objectifs du projet. Donc, si par exemple, vous choisissez un village X, il faut voir quels sont les atouts. Si je suppose que vous voulez parler des engrais biologiques pour contribuer à la protection des sols. D'accord? C'est-à-dire que vous avez identifié les coopératives agricoles et que vous voulez les aider à réduire le coût de leur production au lieu d'aller acheter des engrais chimiques. Vous voulez apporter un projet qui va leur permettre de produire eux-mêmes leurs engrais biologiques. Et que vous voulez d'abord avoir des données pour vous rassurer que, effectivement, le besoin y est. Les forces que vous pouvez identifier, c'est de savoir, en voulant produire les engrais biologiques, les ingrédients dont vous aurez besoin pour produire les engrais biologiques, est-ce qu'au sein de la communauté, ces ingrédients sont disponibles? Alors, si je prends un exemple, les feuilles de Tithonia. Donc, nous avons vu ça au cours, voilà, pour ceux-là qui ont suivi la formation sur les engrais biologiques, nous avons parlé des feuilles jalousie, d'accord? Le Tithonia diversifolia. Donc, je suppose que vous voulez utiliser ça pour produire de l'engrais biologique. Vous pouvez voir dans leur localité, est-ce que cette feuille-là existe? Est-ce qu'ils ont des fumiers? Est-ce qu'ils ont de la cendre? Donc, ces ingrédients qui vont leur permettre de produire eux-mêmes les engrais biologiques là, si ces ingrédients sont disponibles, ça veut dire que c'est une fosse. Vous identifiez ça comme une fosse. Si, par exemple, vous voulez construire un hôpital dans une zone donnée au sein de la communauté et qu'ils ont déjà à leur disposition, ils ont des terrains qu'ils peuvent mettre à votre disposition. Ça, c'est un atout, par exemple. Vous pouvez mettre ça comme une fosse dans le cadre du projet de construction d'une clinique ou d'un hôpital. Je ne sais pas si vous comprenez à ce niveau. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau, vous allez identifier les atouts au sein même de la communauté. Ça, vous mentionnez ça comme une fosse. Maintenant, les faiblesses, limites internes qui peuvent entraver la progression du projet, telles que les lacunes en compétences ou des ressources limitées. Donc, si par exemple, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet, vous identifiez qu'il n'y a pas de personnel qualifié, si vous devez par exemple, je suppose que c'est une construction et peut-être, disons, voilà, quel exemple on peut donner. Si par exemple, revenons toujours sur notre exemple d'engrais biologique. Si par exemple, les ressources, les matières premières qui peuvent servir pour la production des engrais biologiques ne sont pas disponibles, ça veut dire que c'est une faiblesse parce que vous en aurez besoin dans le cadre du projet. Et si dans le milieu, au sein de la communauté, cela n'existe pas, ça veut dire que vous identifiez ça comme une faiblesse. Et vous allez en tenir compte dans votre élaboration de projet. Donc, ça vous permet déjà d'avoir une idée claire sur si nous voulons par exemple apporter cette solution d'engrais biologique, qu'est-ce que nous devons préparer? Parce qu'il n'y a pas telle chose, mais ils ont telle chose. Donc, ces analyses-là vous permettent déjà d'avoir une idée claire sur la faisabilité, d'accord, du projet.
Donc, c'est dans ce sens-là que ces outils-là sont très importants, d'accord, dans l'analyse avant même voilà, de lancer un projet. Alors, les opportunités. Les opportunités, facteurs externes favorables qui peuvent être exploités pour le bénéfice du projet, comme les financements disponibles ou des partenariats potentiels. Donc, j'aimerais que vous fassiez une nuance entre les forces et les opportunités. Vous allez remarquer que les forces et les opportunités s'accommodent. Ça se ressemble. D'accord? Sauf que les forces sont internes et les opportunités sont externes. Excusez-moi, je vais interpeller ici mes agents. Excusez-moi pour l'interruption. Il y a un peu du bruit. Je vais accorder-moi juste une minute. Je vais interpeller les agents qui sont au hall là. Voilà, excusez pour l'interruption. Je pense qu'on peut continuer. Donc, je disais tantôt, faites cette nuance-là entre les forces et les opportunités. La différence, vous allez remarquer que les forces, ce sont les atouts internes, c'est-à-dire les atouts qu'on retrouve au sein de la communauté. Ça peut être en termes de compétences. Si, par exemple, vous aurez besoin des compétences, peut-être pour construire un hôpital, d'accord, les coopératives, si au sein même de la population, il y a des maçons qui peuvent, n'est-ce pas, construire, ça veut dire que c'est déjà un atout. Donc, ça, c'est un atout interne. Si c'est les terres qui sont disponibles, les terrains qui sont disponibles, ça également, c'est un atout interne. Maintenant, la différence, les opportunités, eux, elles, du moins, sont externes. Ça veut dire que s'il y a un financement qui peut être disponible de l'extérieur, peut-être que vous avez déjà un financement, d'accord, de la part d'une institution, ça veut dire que ça, c'est une opportunité. Donc, qui peut être exploité dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Donc, j'aimerais que vous fassiez cette nuance-là, cette similitude entre les forces et les opportunités. Maintenant, les menaces. Vous allez également remarquer que les menaces sont... voilà, il y a une similitude entre les menaces et les faiblesses. Sauf que les faiblesses sont les points internes. C'est-à-dire, la faiblesse ou les faiblesses font allusion, d'accord, à la communauté, au milieu d'intervention du projet. Mais les menaces sont des facteurs externes. Donc, ils peuvent poser des défis ou des risques pour le projet, tels que des changements réglementaires ou des concurrents. Donc, peut-être que lorsque vous voulez mettre ce projet en œuvre, il peut y avoir, je ne sais pas, je prends un exemple. Vous voulez amener les populations à transformer leurs matières premières, c'est-à-dire les agriculteurs, au lieu de vendre leurs produits de façon brute après les récoltes, votre projet vise à les former en agroalimentaire pour qu'ils puissent apporter une valeur ajoutée à leur culture. Maintenant, si après, c'est bien de vouloir, du moins, que les agriculteurs transforment sur place leurs produits. Maintenant, s'il y a un facteur externe qui peut constituer une menace, notamment
si après, je ne sais pas, la fabrication, après la production, ils auront du mal à vendre les produits, ça veut dire qu'un problème se pose. Donc, si le projet vise, par exemple, à les former, d'accord, à la transformation agroalimentaire et que il y a une concurrence, c'est-à-dire il y a des produits qui sont importés et qui va être une concurrence pour ces coopératives-là, qui va donc leur poser des problèmes pour pouvoir vendre leurs produits. Ça veut dire que c'est un facteur externe, ça veut dire que c'est une menace. Et donc, ça vous permet déjà d'en tenir compte lors de l'élaboration de votre projet. Donc, à ce niveau, par exemple, vous allez dire, il ne suffit pas de les former à la transformation agroalimentaire, mais le projet doit aussi prendre en compte l'écoulement des produits. Donc, si on les forme sur comment ils peuvent transformer leurs produits agroalimentaires, il y a cette menace externe qui consiste, voilà, qui est liée à la concurrence des produits qui sont importés. Donc, comment on peut les aider à écouler leurs produits? Donc, déjà, à travers ces analyses-là, ça vous permet de prendre en compte ce volet-là dans votre projet. Donc, vous voyez, c'est en ça que c'est très, très important, voire primordial, ces études-là d'abord, avant la mise en œuvre. Sinon, vous allez mettre un projet en œuvre, mais qui ne va pas réellement servir à la population. C'est-à-dire qui ne va pas les aider. Parce qu'entre-temps, les bases, les études fondamentales ne se sont pas, vous n'avez pas mené des études à la base pour savoir réellement de quoi est-ce que les projets, voilà, les populations ont besoin. C'est pourquoi vous allez remarquer que moi, je suis dans les ONG, il y a de cela quelques années, et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Les différents projets qu'on met en œuvre, vous allez remarquer que la plupart du temps, si le projet prend en compte 6 mois, si le projet prend en compte 1 an, 3 ans, après la mise en œuvre du projet, les acquis du projet, pour la plupart du temps, ça dit, les acquis, il n'y a pas une pérennisation. Si le projet finit 3 ans après, c'est que tout s'arrête. Ça dit, les populations reviennent dans leur... Il n'y a pas un grand changement de comportement. Les acquis de ce projet-là, ça s'arrête parce que on se rend compte, en réalité, les études, ou du moins les conclusions, les interprétations des études n'ont pas été véritablement, n'ont pas pris la réalité du terrain. Donc c'est pourquoi la plupart des projets, après la mise en œuvre de ce projet, vous allez voir les populations, les coopératives, les communautés retournent dans leur ancien comportement. Ils retournent, c'est-à-dire, c'est comme si rien ne s'est passé même. Donc c'est très souvent ces points essentiels-là qu'on ne prend pas en compte. Donc voici pourquoi cet outil est important. Donc c'est forme, F comme force, F, deuxième F comme faiblesse, le O comme opportunité et le M comme menace. Et nous avons dit que les forces font allusion aux atouts internes. Si je veux par exemple mettre un projet en œuvre à Lubumbashi ou à Goma, ou c'est, je ne sais pas, peut-être à Yaoundé, je dois tenir compte des réalités de ce milieu-là. Quelles sont les opportunités liées et quelles sont les forces dont dispose en termes de ressources matérielles, en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières au sein de la communauté, d'accord, et bénéficiaires de ce projet. Quelles sont les forces qu'on peut identifier et quelles sont les faiblesses qu'on peut identifier au sein même de cette communauté. Maintenant, les opportunités, nous avons dit que c'est externe. Quelles sont les opportunités qu'on peut apporter en faveur de ce projet? Et les menaces, quelles sont les menaces qui peuvent entraver la progression du projet? Donc, voici l'importance de cet outil dans la mise en œuvre du projet communautaire. Et donc, le deuxième outil ici, qui est aussi très très important, c'est le PESTEL. Le PESTEL.
le PESTEL qui veut dire P, politique, le E, économique, le S, social, le T, technologique, le E, environnemental et le L, légal. Donc, c'est aussi un outil qu'on utilise aussi dans la collecte des données en ce qui concerne avant même la mise en œuvre de projet. Voilà. Donc, nous allons voir en quoi également cet outil PESTEL est important et il faut le maîtriser. Je ne cesse de le dire, un gestionnaire de projet, c'est quelqu'un qui maîtrise les outils de l'élaboration d'un projet. C'est quelqu'un qui maîtrise les méthodes d'élaboration d'un projet. Et c'est celui-ci qui maîtrise les outils de gestion d'un projet parce que après avoir élaboré le projet, la gestion, c'est une autre chose. L'élaboration, c'est une chose, mais la gestion, c'est une autre chose. Donc, et chaque étape a besoin, chaque étape de la mise en œuvre d'un projet, il y a des outils qu'on utilise. Il y a des démarches, c'est-à-dire la méthodologie à suivre. Donc, c'est ça qui fait de vous un gestionnaire professionnel de projet. Sinon, tel que je le dis, tout le monde peut prendre son stylo et son document pour rédiger des projets. Tout le monde peut le faire. Ça soit rédiger un projet, je veux apporter telle solution à telle chose, et rédiger ça comme ça, de façon littérale, tel qu'on fait la dissertation à l'école. Mais celui qui va prendre le document, il va sentir que celui-là, c'est un profane. Lorsque quelqu'un vous sollicite en tant que gestionnaire de projet, il doit sentir ce professionnalisme en vous à travers les outils que vous maîtrisez. Donc, les outils que nous avons sélectionnés, ce sont les outils les plus utilisés. Il y en a d'autres outils, il y a plusieurs outils, mais nous avons sélectionné les outils les plus utilisés et surtout les plus faciles à utiliser. Voilà. Donc, PESTEL, nous allons voir quelle est l'utilité de cet outil. Donc, politique. Pourquoi on prend en compte le P, qui veut dire politique? Donc, les facteurs politiques qui pourraient affecter le projet, comme la stabilité gouvernementale ou les politiques publiques. Donc, lorsque vous faites vos analyses, avant même de mettre en œuvre un projet, vous devez prendre en compte ce plan-là, le plan politique. Est-ce que le projet que nous voulons mettre en œuvre, est-ce que dans la localité, est-ce que dans ce pays, il y a une stabilité politique? Est-ce que dans la zone, il y a la sécurité? Est-ce qu'il n'y a pas de soulèvement? Est-ce que vous allez remarquer que les gens prennent ça en compte avant de vouloir financer un projet. Lorsque ça peut être un projet que vous voulez mettre en œuvre dans 6 mois ou un projet qui doit commencer aujourd'hui, mais ça va durer pendant 1 an. Et entre-temps, vous vous rendez compte que d'ici 6 mois, il y a des élections présidentielles ou, voilà, je ne sais pas, n'importe quelle élection, il y a des élections qui seront organisées dans 6 mois dans ce pays. Et lorsque vous vous rendez compte, c'est un pays qui très souvent connaît de l'instabilité politique. C'est un pays qui connaît très souvent, voilà, à l'approche des élections, il y a toujours des problèmes par-ci, des soulèvements par-ci, par-là. Donc, et que votre projet prendra en compte et va durer 1 an, ça veut dire que au bon milieu du projet, il y aura les élections. Ça peut perturber le bon déroulement de votre projet. Donc, ce plan-là peut vous amener à repousser la mise en œuvre du projet ou carrément à mettre le projet sur 6 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est pourquoi le plan politique, l'outil aussi est utilisé pour identifier ces points-là. Donc, si par exemple, vous voulez mettre en œuvre un projet,
et que l'idéologie du projet même ne va pas, d'accord, dans le même sens que la politique publique. Vous pouvez vous dire, ah, dans telle localité, je prends par exemple les pays entre griffes où il y a beaucoup, c'est-à-dire il y a, disons, les gouvernements ne permettent pas certaines cultures ou du moins certaines initiatives, d'accord, qui ont trait à la culture, qui ont trait, par exemple, à la religion. Donc, si votre politique et votre projet vise dans ce sens-là, vous pouvez vous dire, ah, ça ne cadre pas avec les tests, avec les réglementations de ce pays. Donc, les politiques ne vont pas accepter que vous mettez en œuvre ce projet-là. Donc, ça vous permet de prendre déjà les mesures. Est-ce que le projet, il faut continuer avec le projet ou bien il faut apporter des modifications? Donc, voici pourquoi le plan politique, on penche le regard sur ce plan-là. Sur le plan économique, conditions économiques qui influencent le projet, y compris la croissance économique, le taux de chômage et les taux d'intérêt. Voilà, si par exemple, c'est un pays qui, voilà, il y a trop d'inflation, il y a pas du tout de stabilité en termes en termes économiques, il y a un taux de chômage, il peut y avoir des projets, d'accord, dont le taux de chômage peut influencer la mise en œuvre du projet. Dire que dans tel pays, dans la zone, il y a tellement il y a un taux de chômage très élevé, ça peut pas permettre la mise en œuvre, le bon déroulement du projet. Donc, c'est pourquoi on prend en compte aussi ce point-là. Alors, le plan social, aspects socio-culturels tels que les tendances démographiques, les attitudes culturelles et les changements dans le comportement des consommateurs. Donc, si par exemple, vous voulez mettre en œuvre un projet, il faut tenir compte de ce point-là sur le plan social. Je me rappelle, par exemple, il y a des localités où nous sommes partis pour un projet contre la lutte, un projet contre les grossesses en milieu scolaire. C'était un projet qui vise à lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Mais c'est des zones où parler du sexe, c'est un tabou. C'est-à-dire culturellement, et c'est général. Généralement, en Afrique, parler du sexe avec les enfants, c'est un sujet tabou. Alors que lorsqu'on parle de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, nous vont aborder ce thème-là. Vous êtes appelé à aller parler de l'utilisation des préservatifs aux enfants. Mais les parents vous disent que non, eux ne veulent pas ce genre de projet, ils ne veulent pas que vous veniez parler à leurs enfants de ces thèmes-là parce que ça ne cadre pas avec leur culture. Et chez moi aussi, moi je suis Bariba, c'est une des langues locales du Bénin. Et nous, dans notre culture par exemple, vous ne pouvez pas appeler votre enfant et lui parler du sexe. Et je sais que ça, c'est une valeur que nous partageons en Afrique, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit notre culture. Donc, par exemple, si vous avez un projet qui parle du sexe, vous pouvez dire, ah, dans ce milieu-là, on ne peut pas, la communauté ne sera pas d'accord qu'on vienne leur parler du sexe. C'est un sujet tabou. Donc, vous devez tenir compte de ce plan-là, socio-culturel. Donc, la tendance démographique, vous pouvez aussi savoir, est-ce que cette zone-là, quelle est la tendance démographique? Chaque année, il y a combien d'enfants qui naissent? Si vous devez, par exemple, mettre en place des forages pour résoudre un projet, un problème d'eau potable dans une localité donnée, si vous envisagez faire 2 seulement, et que vous vous rendez compte, en réalité, c'est une zone où il y a une forte croissance démographique. Donc, si on doit mettre en place 2 pompes ou 2 forages, ça veut dire que d'ici 10 ans,
ce sera pas suffisant. Donc, ça vous permet déjà d'avoir une idée sur, c'est-à-dire comment repenser votre projet. Donc, très souvent, c'est ce que les hommes politiques font dans leur projet de société. Vous pouvez pas, si ces études ne sont pas menées, vous n'allez pas réussir, d'accord, à résoudre le problème ou voilà, l'attente de votre population. Donc, c'est pourquoi ce plan aussi, c'est très important. Voilà, il faut prendre en compte les tendances démographiques, les attitudes culturelles et les changements dans le comportement des consommateurs. Donc, vous pouvez par exemple identifier, si je reviens par exemple, donc je donne des exemples pêle-mêle. Je prends des exemples de projets pêle-mêle comme ça. Si c'est, par exemple, les populations, vous avez identifié les coopératives qui vont transformer leurs matières premières pour pouvoir les revendre. Ça, c'est très fréquent en Afrique. Il y a des zones, par exemple, les gens vont dire que les produits qui sont transformés localement, les gens ne consomment pas ça. Donc, la consommation locale n'est pas trop développée. Donc, si vous voulez amener ces gens à transformer leurs produits agroalimentaires et si les populations locales ne sont pas prêtes à acheter parce que les gens ne sont pas prêts, ça veut dire que dans votre projet, vous devez mettre peut-être il faut faire une sensibilisation sur l'importance du consommation local, les avantages en consommant nos produits locaux, et les avantages économiques et tout. Donc, ça vous permet déjà de mettre ce point-là dans votre projet. Et c'est bien évidemment ces études-là sur le plan social qui vous permettra de savoir, d'accord, d'ajuster les activités de votre projet afin de répondre aux attentes de la population, afin que votre projet soit utile véritablement. Que ce ne soit pas un projet pour, d'accord, un projet mis en œuvre juste pour mettre en œuvre. Donc, technologique, sur le plan technologique, les innovations technologiques et infrastructures disponibles qui peuvent faciliter ou entraver le projet. Donc, si par exemple, la technologie a évolué dans le domaine, vous pouvez par exemple, je ne sais pas, si il y a les gens sont habitués ou se familiarisent avec les outils d'information, de l'informatique, vous pouvez dire que dans telle localité, au moins les gens n'utilisent pas les Android. Donc, dans le cadre de notre projet, on n'aura pas de difficulté pour expliquer certaines choses, pour partager certaines données. Mais si entre-temps, les gens ne sont pas habitués au téléphone, ça veut dire que l'évolution technologique n'est pas une réalité dans la zone. Vous ne pouvez pas, par exemple, aller dans un village, dans les hameaux, où vous mettez en œuvre un projet et que, c'est-à-dire, ils doivent utiliser des applications. Vous comprenez? Pour la petite histoire, il y a un des projets que j'ai assisté. Le projet, c'était de mettre en place une plateforme pour les agriculteurs. Donc, cette plateforme permettait aux agriculteurs d'écouler leurs produits. Donc, si je veux, par exemple, acheter du soja, je vais sur la plateforme, je vais voir, c'est-à-dire un fournisseur de soja qui dispose de soja. Mais le projet n'a pas marché parce que c'était un très bon projet qui a été financé à coût des millions. Mais le projet n'a pas abouti. Ça a été un échec parce que les agriculteurs, combien d'agriculteurs maîtrisent l'application pour dire qu'il va aller créer un compte et puis dire que lui dispose de telle marchandise. Vous comprenez? Donc, si par exemple vous voulez mettre un tel projet et que vous vous rendez compte sur le plan technologique, la localité n'est pas développée dans ce sens-là, directement vous devez savoir que ce projet-là, ça ne peut pas marcher.
Vous voyez? Donc, voici pourquoi ce plan-là aussi, c'est très important. Par contre, si il s'agit de dire que, effectivement, et sur le plan technologique, ça peut être le réseau est disponible. Dans telle localité, effectivement, ils ont des antennes GSM, d'accord? Le réseau est disponible. Donc, on peut, par exemple, communiquer facilement avec les bénéficiaires. Ça, c'est un atout, par exemple, qui peut faciliter, d'accord, la mise en œuvre du projet. Donc, lorsqu'on parle de technologie, c'est des points, d'accord, qui peuvent aider, d'accord, dans la mise en œuvre du projet ou qui peuvent entraver la mise en œuvre du projet. Donc, voici pourquoi c'est aussi important cet outil Bestel qui vous permet d'avoir une idée sur ces points-là. Alors, environnemental. Facteurs environnementaux comme les changements climatiques, les réglementations environnementales et la gestion des ressources naturelles. Donc, si par exemple, vous pouvez mettre un projet en œuvre qui vise par exemple à faire du charbon écologique, d'accord, vous devez tenir compte par exemple des facteurs environnementaux, les changements climatiques ou par exemple vous voulez parler de l'agriculture. Vous voulez mettre en œuvre un projet en faveur des agriculteurs pour pouvoir développer leur culture ou que, par exemple, ils puissent avoir de meilleurs rendements, d'accord? Et que vous voulez, et peut-être que les pluies commencent en mai et que vous voulez commencer le projet déjà en janvier. Vous devez vous dire que si on doit commencer le projet en janvier, voilà que les saisons pluvieuses, c'est en mai. Ça veut dire qu'on ne pourra pas être pratique sur le terrain parce qu'il faut faire des expérimentations. Il faut faire, d'accord, des pratiques devant les bénéficiaires. Donc, ça peut vous amener à dire que non, le projet doit démarrer de tel mois, à partir de tel mois. Les réglementations environnementales, ça peut être, je ne sais pas si dans votre projet, vous aurez besoin peut-être d'utiliser certaines espèces, d'accord, pour faire des expérimentations, alors que les règles, les lois disent que telle espèce est protégée. On ne doit pas détruire telle espèce. Vous devez en tenir compte. Voilà. Donc, sur le plan légal également, lois et régulations qui doivent être respectées, comprenant les réglementations sur le travail, la protection de l'environnement et les normes de sécurité. Donc, si par exemple, dans votre projet, vous devez solliciter un personnel, vous devez savoir quels sont, en voulant recruter par exemple, je ne sais pas, un consultant, qu'est-ce que la loi dit? Je veux recruter un consultant dans mon projet. Qu'est-ce que les tests disent? Vous devez chercher à connaître cela. Ou je veux utiliser telle chose. Est-ce que la loi me permet de le faire? Donc, voici. C'est pourquoi vous allez remarquer que il y a certains projets qui sont destinés pour d'autres pays. Par contre, certains pays ne sont pas concernés. La Banque mondiale, par exemple, dit appel à projet dans tel pays. Et certains pays ne seront pas concernés parce que peut-être le projet ou les objectifs, les résultats, les activités inclus dans ce projet ne répondent pas aux réglementations, aux tests, d'accord, de ces pays qui sont pas concernés par le projet. Donc, c'est tous ces éléments que les gens prennent en compte avant donc de dire qu'on veut mettre en place un projet. Donc, concernant le premier chapitre, voici les deux outils essentiels dans la collecte des données. Donc, nous avons parlé de SWOT, d'accord, les outils d'analyse. Nous avons
le SWOT qui veut dire force, faiblesse, opportunité et menace. Et nous avons le PESTEL. Le PESTEL qui veut dire P comme politique. Nous avons E qui veut dire économique. Nous avons S, social. Nous avons le T qui veut dire technologique. Et nous avons le E comme environnemental et le L comme légal. Voici les deux outils utilisés pour analyser la situation d'une communauté, d'un milieu donné, avant de savoir comment penser un projet. Voilà. J'espère que vous avez saisi ces deux outils-là. Nous allons évoluer après, les questions pourront venir à la fin. Voilà. L'identification. L'identification des problèmes et des besoins. Donc, comment on identifie, bien évidemment, les problèmes après donc d'avoir recueilli les données, comment identifier les problèmes. Donc, ici, nous allons voir les techniques de collecte de données avec les enquêtes. Donc, il y a plusieurs techniques, mais ici, ce qui est plus utilisé pour identifier les besoins ou les problèmes des communautés. Ici, nous avons dit que le projet communautaire vise à résoudre, d'accord, un problème de la communauté ou à satisfaire un besoin de la communauté. Donc, pour identifier ce problème ou pour identifier ce besoin-là, on a besoin de faire des enquêtes. D'accord? Donc, nous allons voir cette technique-là. Et tel que je le disais à l'entame, les gestionnaires de projet, ce sont les outils et les méthodes. Donc, ici, nous allons voir comment élaborer, par exemple, une fiche d'enquête. Donc, ça peut être l'enquête, des interviews, des focus group. Donc, tout ça, c'est des techniques pour pouvoir identifier les problèmes. Alors, l'identification des problèmes et des besoins d'une communauté repose sur des techniques de collecte de données telles que les enquêtes, les interviews et les focus group. Les enquêtes permettent de recueillir des données quantitatives à grande échelle en posant des questions standardisées à un large échantillon de personnes. Les interviews, qu'elles soient individuelles ou en petits groupes, offrent des informations qualitatives approfondies en permettant aux participants de partager leur expérience et voilà, leur expérience respective. Donc, lorsque vous prenez par exemple les enquêtes, ça vous permet déjà d'abord vous élaborer des questionnaires et c'est en fonction de l'objectif de votre enquête, les questionnaires sont élaborés. Je ne peux pas, par exemple, chercher à avoir des informations sur l'agriculture et élaborer les questionnaires qui parlent de, je sais pas, qui parlent d'autres choses. Je ne peux pas avoir, par exemple, comme objectif, avoir des données sur l'environnement, d'accord, et poser des questions qui n'ont rien à voir avec l'environnement. Donc, je ne pourrais pas avoir les informations recherchées dans mon enquête. Voilà. Donc, lorsque on ne procède pas les enquêtes, ça nous permet d'identifier la communauté. La première des choses, c'est de savoir
l'enquêter. Chez qui on veut aller avoir les informations. Donc, c'est en fonction de ça maintenant. Je le disais tantôt, si c'est dans le domaine de l'agriculture, vous allez élaborer un domaine, voilà, les questionnaires en rapport avec l'agriculture. Donc, nous allons envoyer, et dans le groupe, nous allons vous envoyer un PDF, d'accord, des questionnaires qui peuvent, ça peut vous inspirer. Voilà, ce sont des questionnaires lors d'une enquête que nous avons menée récemment. Donc, une fois que vous finissez avec l'enquête, je dis, bien évidemment, nous allons vous envoyer un exemplaire d'enquête. Vous allez voir un peu comment les questionnaires sont élaborés. Ça peut vous inspirer également. Donc, nous allons plus tarder sur ça. Je pense que nous avons encore quelques 10 minutes à passer ensemble. L'élaboration du problème central. Donc, lorsque vous finissez, vous identifiez le problème, les besoins. Il faut maintenant, un peu comme on le faisait en dissertation, l'idée générale. Donc, il faut dégager l'idée générale. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'élaboration du problème central. Donc, définition claire et précise du problème à résoudre. L'élaboration du problème central consiste à définir clairement le problème que vous souhaitez résoudre. Donc, cela implique d'identifier précisément ce qui pose problème, ses causes et ses conséquences. Donc, c'est à travers les enquêtes, vous pouvez, par exemple, vous rendre compte, en réalité, de quoi les populations ont besoin, de quel problème ils souffrent. Si vous prenez, par exemple, 10 personnes. Donc, à travers, parce que c'est les mêmes questions que vous posez à ces 10 personnes. Donc, il y aura une similitude de réponse. Et c'est à partir de là que vous pouvez dégager réellement. Si, par exemple, sur les 10 personnes, je suppose qu'il y a pratiquement 6 personnes qui sont revenues sur un même problème. Ça veut dire que le problème est réel. Sur 100 personnes que vous avez enquêtées, vous allez remarquer qu'il y a un problème central qui revient à chaque enquêté, au niveau de chaque enquêté. Ça veut dire que c'est un problème qui est partagé ou c'est un besoin qui est partagé par la population. Ça veut dire que c'est un besoin existentiel. Donc, une fois que le problème est bien défini, vous pouvez mieux cibler vos objectifs. C'est à partir du problème que les objectifs sont formulés. Donc, lorsque vous avez, par exemple, identifié le problème, le fait de dire que vous voulez contribuer à résoudre ce problème, c'est ça votre objectif. Donc, l'objectif général. Donc, c'est à partir de là, on définit déjà l'objectif général. Je suppose que je dis, par exemple, dans un milieu, les gens souffrent des maladies liées, des maladies hydriques. C'est-à-dire que c'est des maladies qui sont liées à l'eau qu'ils boivent. Donc, contribuer à apporter de l'eau potable, ça fait déjà une solution au problème et c'est ça l'objectif qui constitue déjà l'objectif. Donc, voici ce que je tenais à partager avec vous au cours de ce deuxième module qui parlait bien évidemment des outils pour pouvoir identifier les problèmes au niveau les problèmes et les besoins au niveau donc de la population. Alors, entre-temps, nous avons, c'est une formation que nous avons démarrée le mois passé. Voilà. Et ça doit finir, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement de 3 mois. Donc, nous avons démarré avec une première vague le mois passé. Donc, par rapport à ça, je vais vous présenter ce programme d'accompagnement. Alors, c'est un programme d'accompagnement que nous avons mis sur place. Il y a une vague qui a démarré depuis le mois passé. Et l'objectif, c'est que nous voulons mettre un creuset ensemble
pour ceux-là qui veulent véritablement se lancer dans les projets communautaires, ça peut être à travers la création d'une ONG, ça peut être en tant qu'indépendant ou voilà, juste avoir cette compétence. Donc, il y a ce programme de 3 mois au cours duquel nous allons d'abord voir une formation. Nous allons voir à travers cette formation comment on formule les objectifs. Donc, les objectifs, comment on arrive à formuler les objectifs d'un projet communautaire. Les résultats attendus. Donc, quels sont les outils qu'on utilise pour ces objectifs? Quels sont les outils et les méthodes qu'on utilise pour les résultats attendus? Donc, la pédagogie au cours donc, de cette formation, c'est entre autres les outils, les techniques et illustrations. C'est-à-dire, on donne par exemple les outils qu'on utilise pour formuler les objectifs et les résultats, et on donne les techniques pour les formuler et on fait des illustrations, c'est-à-dire des exemples pour pouvoir illustrer ces outils et techniques. Donc, le 4e module, nous allons voir la planification des activités et l'élaboration du chronogramme. Donc, quels sont les outils et techniques qu'on utilise pour la planification des activités et comment on élabore le chronogramme. Donc, il y a des outils de planification des activités d'un projet communautaire. Nous allons voir ça au cours de cette formation d'accompagnement. Et également, le chronogramme. Comment on arrive à donner, c'est-à-dire chaque étape de l'activité. Quelle activité doit être exécutée avant celle-ci, ainsi de suite. Donc, il y a des outils pour pouvoir suivre cela. Donc, nous allons voir ça au cours de ce programme-là. Et 5e module, nous allons voir également l'élaboration du budget et recherche de financement. Donc, quels sont les outils qu'on utilise pour élaborer un projet communautaire et quelles sont les sources de financement et comment rechercher des financements. Donc, l'objectif de ce programme, c'est que à la fin, on met ensemble tout le monde dans un groupe et s'il y a ceux qui sont déjà dans les ONG, s'il y a des appels à projets, nous allons nous partager cela. Si l'appel à projet concerne tel pays, si c'est la Côte d'Ivoire, si c'est la RDC, si c'est le Bénin, si c'est le Togo, ainsi de suite, on se partage et on s'accompagne pour élaborer, n'est-ce pas, les projets pour pouvoir soumissionner au niveau de ces institutions. Donc, c'est un programme d'accompagnement. Et le 6e module, nous allons parler maintenant de la mise en œuvre et la gestion du projet. Donc, tout ce que nous disions ci-dessus, c'est l'élaboration même du projet. Lorsque vous finissez d'élaborer le projet, il y a la gestion du projet. Donc, je suppose que vous avez été sélectionné par une institution. Je vous souffle d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, il y a ce qu'on appelle, je suppose que vous avez soumissionné un projet au sein de, voilà, peut-être, je donne un exemple comme ça, c'est la Banque mondiale qui, par exemple, a lancé un projet et que vous avez soumissionné et vous avez été retenu comme ONG pour mettre en œuvre ce projet. Il y a ce qu'on appelle la visite institutionnelle. Donc, il y a une délégation qui vient visiter votre institution, comme son nom l'indique, la visite institutionnelle pour voir est-ce que vous disposez, en tant qu'administration, vous disposez de tels documents, est-ce que votre procédure de manuel, c'est-à-dire votre manière de procédure administrative et financière, est-ce que c'est disponible, est-ce que vous êtes bien organisé, afin de savoir que si vous êtes à même d'être financé, c'est-à-dire d'être sélectionné définitivement pour mettre en œuvre un projet. Donc, tous ces éléments-là, nous allons en parler au cours de ce programme. Et pour ceux-là qui veulent qui veulent créer leur ONG ou qui sont déjà dans les ONG, si vous voulez vous mettre, parce que moi aussi, j'avais commencé à les ONG avant de me mettre, avant de créer avec, comment dirais-je, mes collaborateurs, de mettre en place notre ONG qui fait son petit bonhomme de chemin, et bientôt 4 ans déjà d'existence, et voilà, avec beaucoup
d'expérience dans la mise en œuvre de projets. Donc, lorsque vous voulez mettre en place votre ONG, sur le plan administratif, comment ça fonctionne, comment vous pouvez vous mettre à jour. Nous allons en parler au cours de ce programme-là. Et lorsque, par exemple, vous avez un projet que vous gagnez, la gestion, la mise en œuvre, d'accord, de ce projet, comment on élabore le TDR, c'est-à-dire les thèmes de référence. Lorsque vous voulez, par exemple, mettre en œuvre une activité, il y a les TDR qu'il faut rédiger pour cette activité. Il y a les documents qui doivent être à jour. Quels sont les types de documents qui doivent être à jour dans la mise en œuvre d'un projet communautaire? Parce que les bailleurs qui vous financent, donc le financement vient d'une institution. Et cette institution, vous avez le devoir de redevabilité à cette institution-là. Donc, quels sont déjà, ce que je dis ici, pour nos débuts, c'est des erreurs que nous avons commises et que je tiens à partager avec les uns et les autres, et que ceux-là qui veulent se lancer n'auront pas donc à commettre les mêmes erreurs. Donc, la mise en œuvre et la gestion des projets, quels sont les outils qu'on utilise dans la gestion pour bien suivre la gestion de son projet? Nous allons en parler au cours donc de cet accompagnement-là. Et au niveau du module 7, nous allons voir le suivi et évaluation. Quels sont les outils qu'on utilise, d'accord, et les techniques, mais également des illustrations avec des projets, des exemples de projets pour le suivi et évaluation d'un projet. Voilà. Donc, au niveau du module 8, le dernier module, nous allons voir au niveau de ce module-là, le module 8. Donc, le module 8, nous allons parler de la communication et la diffusion des résultats, les outils qu'on utilise et les techniques qu'on utilise. Je précise qu'ici, il s'agit de projets communautaires, donc des projets liés à des communautés. Donc, ce qui est différent d'un projet individuel ou d'un projet d'entreprise. Donc, c'est un accompagnement que nous mettons en place et qui va aboutir, d'accord, à un groupe, d'accord, que voilà, nous allons nous mettre ensemble. S'il y a des projets, des appels à projets à solutionner, nous allons partager ça et nous allons tous solutionner nos projets. Ceux-là qui veulent se lancer dans les ONG, qui veulent mettre en place leur ONG, on va les aider aussi du début jusqu'à la création. Voilà, c'est d'ailleurs l'objectif en mettant en place le réseau panafricain pour l'environnement qui regroupe tous les anciens participants de chaque pays. Bon, sauf que il faut remarquer que depuis bientôt 2 ans, ça n'avance pas trop au niveau des groupes. Voilà, en RDC, il y a déjà une avancée, en Côte d'Ivoire également. Sauf que, voilà, quand il s'agit d'un mouvement d'ensemble, malheureusement, les Africains que nous sommes n'avons pas encore réussi dans ce domaine-là à pouvoir nous mobiliser pour des causes communes. Ça, c'est une triste réalité. Et je pense que, étant conscient de cela, nous pouvons apporter une solution à cela. Donc, voici le programme. Et je rappelle que c'est un programme que il y a une vague qui a déjà démarré le mois passé. Et ce programme d'accompagnement, c'est à 25 000 francs. Donc, 25 000 francs, soit 50 dollars. Donc, voici, excusez-moi, tout est devenu noir ici. Il y a une coupure d'électricité. Voilà, ça fait partie des réalités ici. Donc, et le programme d'accompagnement, ce programme est à 25 000 francs CFA, donc soit 50 dollars pour ceux-là qui sont intéressés. Sauf que ceux qui sont ici, nos anciens étudiants, ceux-là avec qui nous avons déjà partagé beaucoup de choses ensemble, ils pourront bénéficier de ce programme à 15 000 francs, soit 30 dollars. Donc, voici ce que je tenais à partager avec vous. Et maintenant, nous allons donner place aux questions. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez ouvrir votre micro et vous exprimer. Merci.
Voilà, la coupure est très Ok, il y a des mains soulevées. J'ai ici Victor. Monsieur Victor, vous pouvez vous exprimer. Vous ouvrez votre micro. Monsieur Victor est toujours avec nous. Allô? Oui, 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 nous vous écoutons. oui, c'est comment? Ça va très bien. Allô? Vous m'entendez? Oui, très très bien. Nous vous recevons. Oui, mais mes préoccupations là, c'est par rapport au cours là. Est-ce qu'on pourrait avoir ça Le PDF, en PDF? oui, le PDF, vous aurez ça dans le groupe. Ah d'accord, merci. C'est ça le plus grand préoccupation. Merci beaucoup. Ah merci, merci. Voilà. Et monsieur Moussinou, si je ne prononce pas, si je prononce mal, veuillez m'excuser. Manaf. Voilà. Monsieur Manaf, vous avez la parole. Alors, s'il n'est pas côté, nous allons donner la parole à monsieur Ignacio. Est-ce que monsieur Ignacio est à vous? Oui, je voulais revenir un peu là. D'accord, nous vous écoutons. Alors, je suis en train de, je suis vraiment très satisfait et je vous félicite pour l'initiative. Merci. Aussi, par la même occasion, je voudrais intervenir pour poser ma question qui est la suivante. Vous me recevez? Oui, nous vous recevons très bien. Bien, voilà, la question est la suivante. Hier, quand vous avez posé la question relative aux outils, j'étais resté sur ma soif et aujourd'hui, je suis satisfait. Alors, pour l'instant, vous nous avez présenté deux outils qui sont, à savoir le SWOT et le PESP. Vous avez dit qu'il y a deux autres outils qui sont restés et que vous nous avez présenté que les plus faciles. Alors, la question est de savoir, est-ce que les autres outils, si vous pouvez un peu nous les disposer, en ont pour notre connaissance et que chacun voudrait bien faire ses recherches pour ses connaissances personnelles éventuelles. Voilà ma question. Et je ne sais pas si j'ai bien saisi votre question. Vous demandez d'exposer les outils. Bien. Lesquels? Oui, les outils, vous avez dit dans votre exposé que vous nous avez présenté pour l'instant les deux outils les plus faciles à exploiter. Alors, la question est de savoir les autres outils, est-ce que vous pouvez nous les lister pour notre connaissance et les recherches éventuelles, quoi? Ok. D'accord. Je vais vous envoyer une liste des outils que vous pouvez utiliser. Et bien évidemment, dans le groupe, ça fera partie voilà, dans le PDF. Nous allons vous envoyer ça. Donc, les outils d'analyse de données. Vous me recevez? Oui, bien sûr. Les questions sont les bienvenues. Allô? Oui, mais monsieur, je ne sais pas, il y a de la musique à côté de vous. Si vous n'avez plus de questions. Donc, concernant les autres outils, allons partager ça avec vous dans le groupe. Oui, c'est toujours monsieur Manaf. Bonsoir, formateur. Oui. Vous avez parlé des données qualitatives et quantitatives. Oui.
avez dit au niveau des données quantitatives, c'est se réfère aux chiffres. Pardon? Vous avez dit au niveau des données quantitatives, ça se réfère aux chiffres. Si j'ai bien saisi. Et votre question, c'est quoi exactement? Je veux savoir La connexion est très mauvaise où vous êtes. Reprenez s'il vous plaît. J'ai dit j'aimerais savoir plus d'explications sur les données qualitatives. Ok. D'accord. Alors, lorsqu'on parle de données quantitatives, nous avons dit que c'est relatif au nombre. Vous allez par exemple dire que il y a 15% des personnes qui ont bénéficié de la vaccination, par exemple. Vous me suivez? Oui. Supposons que la vaccination, la campagne de vaccination vise à lutter contre la rougeole. Je donne un exemple comme ça, je dis n'importe quoi. Et dans le projet, on dit que il y a 15% des enfants qui sont vaccinés. 15%, c'est une donnée quantitative. Maintenant, les données qualitatives, c'est de savoir quel est l'impact de cette vaccination. Est-ce que, par exemple, on dit que si les enfants, si la population exprime sa satisfaction, effectivement, il y a satisfaction. Les enfants sont guéris. Donc, les enfants sont guéris. Ça, c'est une donnée. On peut dire combien de personnes, combien d'enfants sont guéris de la maladie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'impact du projet, c'est ça qui s'agit. C'est ça qu'on qualifie de données qualitatives. C'est-à-dire qualité. Dans le mot qualitatif, nous avons qualité. Donc c'est pourquoi nous avons dit que dans le coup, pour avoir les données qualitatives, c'est souvent à travers aussi des interviews où, par exemple, les gens font leur témoignage pour dire que, effectivement, ce projet-là, avec ce projet, les revenus ont augmenté. La population dit que, effectivement, je gagnais 500 francs par jour, mais grâce au projet, par jour, je gagne maintenant 1000 francs. Ça, par exemple, ce témoignage-là, c'est des données qualitatives, c'est-à-dire l'impact du projet. On peut dire que 50 personnes ont bénéficié du projet, 50 personnes. Mais en termes de données qualitatives, on peut avoir seulement 3 personnes qui sont satisfaites du projet. Donc ça veut dire qu'il y a 50 personnes qui ont bénéficié du projet. Ça, c'est une donnée quantitative. Mais dans ces 50 personnes, il n'y a que 3 personnes qui sont satisfaites du projet. Donc ça veut dire que le projet, si on doit faire une analyse entre les deux données, les données quantitatives et les données qualitatives, on va se rendre compte que le projet n'a pas été une réussite. Parce que la quantité, données quantitatives, effectivement, 50 personnes ont bénéficié du projet, c'est très bien. Mais il n'y a que 3 personnes qui sont satisfaites. Ça veut dire que l'impact du projet est infime. Ça veut dire que les données qualitatives viennent donc anéantir les données qualitatives. Je ne sais pas si vous comprenez à travers les exemples que nous sommes en train de donner. Les données qualitatives, c'est... Voilà, les données qualitatives sont bien évidemment l'impact. Est-ce que les gens sont satisfaits? Combien de personnes ont été impactées par le projet? Donc, en termes de ça, c'est là où on parle de données qualitatives. Est-ce que la vie, les conditions de vie des populations sont, par exemple, améliorées? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, formateur. Oui, le monsieur qui a posé la question, est-ce que je suis en train de me faire comprendre ce point?
D'accord, merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Oui, il y a Monsieur Aristide. Merci. Je m'entends, monsieur Gabasso. Oui, Est-ce que vous m'entendez? oui, nous vous recevons. Ok, merci. Alors, vous en parlez beaucoup de rédaction de projet. Alors, c'est ce qui m'intéresse, c'est comment rédiger un bon projet. De quel point on peut commencer et de quel point on peut finir. D'accord. Donc, la question, c'est de savoir comment rédiger un bon projet. C'est ce que je disais dans mon développement. La rédaction d'un projet, ce sont les outils, la maîtrise des outils et la technique. Vous pouvez maîtriser, vous pouvez connaître par exemple l'outil pour le cadre logique, par exemple, c'est un outil où on peut retrouver les objectifs. Maintenant, comment formuler les objectifs? Lorsque vous formulez les objectifs, comment identifier les activités à partir des objectifs? Ça, par exemple, c'est les techniques. Donc ça, nous allons rentrer en profondeur au cours du programme. Voilà. Pour bien évidemment ceux-là qui seront disposés à prendre voilà, à faire partie du programme. Donc, pour rédiger un bon projet, la base d'abord, c'est les études de terrain. Mais lorsque, par exemple, c'est une institution qui dit que, par exemple, vous êtes en Haïti, je ne maîtrise pas trop les villages de Haïti. Si, par exemple, on dit que la Banque mondiale lance un projet pour dire que les localités qui sont concernées par le projet, une localité X de Haïti, ça veut dire qu'eux, préalablement, ils ont déjà mené cette étude dont nous avons parlé. Et ils savent que sur la base de ces études, effectivement, telle localité a besoin de telle solution pour tel problème. Donc, directement, eux, ils vont vous dire, par exemple, nous voulons financer des projets qui parlent, par exemple, qui apportent des solutions sur l'agriculture. Donc, on va financer les idées de projets qui visent à faire tant. Ils vont donner leurs objectifs déjà. Et c'est en fonction de leurs objectifs, c'est à partir de leurs objectifs, maintenant, vous formulez pour soumissionner votre projet. Ça veut dire que préalablement, eux autres, ils ont déjà fait les études, ils savent que la localité qu'ils ont ciblée là a besoin des projets dans ce sens-là. Donc, vous n'avez plus besoin de faire ces études. Mais toujours est-il qu'il faut retenir que ces études sont très importantes et sont menées d'abord avant même de parler d'un projet. Donc, une fois que les études ont été menées, l'élaboration du projet maintenant, nous allons parler de long en large au cours donc, du programme et en ce qui concerne. Mais déjà, si vous avez participé à la formation d'hier, nous avons dit que les principes de base qu'il faut maîtriser d'un projet communautaire, nous avons les objectifs. Donc, il faut connaître les objectifs, il faut connaître aussi les résultats attendus et les différentes parties prenantes. Donc, voici ce que je peux répondre par rapport à ça. Maintenant, pour rentrer en profondeur, les outils, comment on élabore à travers ces différents modules, nous allons en parler au cours du programme, bien évidemment, pour ceux-là qui feront partie de ce programme. Merci bien. Mais comment Pardon? Projet qui peut rédiger des projets. Nous vous recevons pas. Comme ça. Comment pouvons-nous aider à trouver le support de modules? Oui, nous avons deux modules que nous avons développés. Nous allons envoyer ça dans le groupe, la version PDF. C'est bon?
J'ai répondu à votre préoccupation. L'ancien a été descendu, mais j'ai retourné. Pardon? Reprenez pour moi. D'accord. Super. Nous avons M. Ousmane Keita. Vous avez la parole. Bonsoir, formateur. Bonsoir, formateur. Oui, bonsoir. Comment ça va? Très, très bien. Et vous? Je suis satisfait à plus. Merci. Ma question est que le programme d'accompagnement dont vous avez parlé en conclusion, la formation aura lieu quand? Oui, la formation doit démarrer normalement à la fin de ce mois, c'est-à-dire à partir du 1er octobre. Vous me recevez? Oui, nous vous recevons très bien. Le programme d'accompagnement dont vous avez parlé, en conclusion, les programmes d'accompagnement là, les formations là auront lieu quand? Oui, on va démarrer le 1er octobre. D'accord. D'accord. C'est tout comme préoccupation, hein? D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres qui ont encore des préoccupations? Si ce n'est pas le cas, nous allons... Est-ce qu'il y a encore des préoccupations? Oui, bonsoir, Boukari. Comment vous allez? Oui, très, très bien. Monsieur C'est Tcherno, depuis la Mauritanie. Super. J'ai pris le cours en marche là, vers la fin parce qu'on a de sérieux problèmes de connexion. En plus, il y a beaucoup de pluie, quoi. OK. Espérons qu'aujourd'hui, ça a été enregistré, quoi. Oui, nous avons enregistré, mais pas jusqu'au... Oui, nous avons lancé l'enregistrement, oui. Si. Très bien. Avec le sous-titrage. Oui. C'est bien, ça a été bien enregistré. OK. En tout cas, quand même, merci. Merci de tous les efforts que tu fais. Et demain, il y aura cours, Inch'Allah, ou bien? Non, c'est le programme, les 2 séances sont terminées, sauf le programme qui va démarrer, le programme d'accompagnement qui va démarrer le 1er octobre. OK. C'est pour former sur la production du charbon. Ça. Pardon? C'est la séance portant sur la fabrication du charbon écologique. Non, on parle du programme sur les projets communautaires. Ah, OK. Oui. D'accord. Il y a un programme d'accompagnement qui vise à mettre en place des modules sur comment élaborer et comment gérer un projet. Donc, nous allons parler de non seulement l'élaboration des projets communautaires et comment gérer un projet communautaire. Donc, comment faire les rapports d'activité également, les rapports d'activité, les rapports financiers, le TDR. Nous allons aborder tout ce qui concerne quand même la gestion d'un projet lorsque, par exemple, vous avez un financement. D'accord. C'est gratuit ou c'est payant? Non, c'est payant. C'est à 25 000 francs le programme. Mais pour ceux qui sont ici, ceux qui ont suivi la conférence depuis hier, le programme leur sera à 15 000 francs. OK, d'accord. 15 000 francs, c'est pas. OK, je vois. Merci, coach. Vous êtes vraiment génial. Je vous en prie. Merci, c'est clair. OK, en tout cas, on ne va pas beaucoup prendre ton temps et on va voir comment on va s'inscrire pour le programme. Merci, quand même. Super. Vous avez déjà un inscrit. Merci, nous sommes ensemble. Félicitations. Merci beaucoup.
Monsieur Boukari, bonjour. Oui. Bonsoir, pardon. Oui, excusez-moi, il y a monsieur Yassou qui demande la durée. La durée, c'est un accompagnement. Donc, la formation peut prendre 2 mois, l'accompagnement, c'est sur 3 mois. Donc, on sera dans le groupe. S'il y a des projets, on va se partager cela. S'il y a comment soumissionner, il y aura un accompagnement. S'il y a un projet, par exemple, on va vous accompagner sur comment soumissionner votre projet. Si vous avez également, si vous nourrissez l'ambition de créer une ONG, nous allons partager notre expérience dans ce sens-là. Quels sont les documents administratifs qu'il faut avoir lorsque vous êtes constitué en tant qu'ONG, comment l'administration doit fonctionner. Parce que lorsque, par exemple, vous avez été sélectionné pour un projet, il y a ce qu'on appelle la visite institutionnelle. Donc, l'institution, ou du moins les partenaires, viennent visiter votre bureau et il y a certains documents qu'il faut avoir. Et c'est ça qui rassure le bon fonctionnement de votre ONG. Et c'est ça qui va permettre aux partenaires de savoir que effectivement ces personnes sont bien organisées dans leur institution et ils peuvent bien évidemment gérer le financement qu'on veut leur octroyer. Donc on appelle ça la visite institutionnelle. Nous allons en parler au cours de ce programme, mais également lorsqu'on parle des rapports avant de mettre en œuvre un projet et une activité, c'est-à-dire que vous avez déjà gagné le projet, vous avez déjà démarré, vous avez lancé le projet. Lorsque vous lancez, vous avez déjà établi dans votre élaboration les différentes activités à mener. Pour mener une activité, vous n'allez pas dire que le lundi, il y a une telle activité, vous allez mettre en œuvre. Non. Il y a d'abord la phase préparatoire de chaque activité qu'on appelle le TDR. Comment on rédige le TDR de chaque activité, comment ça se passe. Donc, nous allons de façon pratique rentrer dans ces volets-là au cours du programme. Donc, c'est un peu ça. Oui, vous avez la parole, monsieur. C'était... Monsieur Didier, j'espère. Bonsoir, formateur. C'est Boukari. Oui, bonsoir. C'est monsieur Didier. Bonsoir, monsieur Didier Ikino. Je pense que je prononce bien. Si ce n'est pas le cas. Monsieur Didier Kindo de la RDC. D'accord. Avant toute chose, c'est juste vous remercier pour l'initiative. Je vous en prie. Et pour la qualité des explications. Je vous en prie. J'avais une préoccupation, juste faire une demande. Si en plus du support que vous allez nous donner en PDF, oui, si ça serait possible de nous adjoindre aussi même des projets communautaires à caractère, par exemple, environnemental ou social. Je ne sais pas si c'est possible pour qu'on puisse appréhender un peu du côté pratique comment est-ce que les choses se passent telles que vous l'avez expliqué dans ces 2 modules. Voilà un peu ma préoccupation. Si c'est possible, je ne sais pas. OK. Et une illustration par rapport aux 2 modules. Et au niveau du module, c'est tel que je l'ai dit, vous aurez par exemple une fiche d'enquête pour voir comment les questionnaires, par exemple, d'une enquête, comment on élabore les questionnaires d'une enquête pour pouvoir avoir les informations nécessaires. Donc, vous aurez ça également. Mais un projet élaboré, et ça, c'est malheureusement ceux qui seront dans le programme qui vont en bénéficier de cela. Ah bon, ça va. Merci. Super. Pensons pouvoir avoir aussi un projet modèle. Ce n'est pas grave. Merci, formateur. Bonne soirée à tous. Merci. Alors, bonsoir, monsieur le formateur. Bonsoir, monsieur le formateur. Oui, bonsoir, monsieur Abaka Diama. Oui, depuis le Tchad, Bahar Abakar Diama. Bonsoir à tous. Vraiment, je suis avec beaucoup d'intérêt. Comme disait quelqu'un, vraiment le cours est clair. Merci. Moi, j'ai une préoccupation concernant le groupe des réseaux. Certes, nous sommes ajoutés dans les groupes des réseaux.
j'aimerais que ce groupe de réseau, comme il y a des anciens, ils peuvent nous, certes, envoyer des vidéos, mais ces vidéos sont vraiment à courte durée. Quelqu'un aussi avait souligné ça la semaine précédente, j'espère. Il y a cela 10 jours. Il y a cela quelques jours du moins. Parce que les vidéos sont vraiment à une pression rapide. Donc, le processus, tout ça, c'est vraiment court. Donc, peut-être vous êtes là, ainsi que les anciens. Peut-être nous, on vient de joindre le groupe. Peut-être il faut que ces genres de vidéos-là doivent avoir le plan A, B jusqu'à la finition. Parce que quand on voit, on annonce seulement. Et après, on voit vite fait. Donc, c'était un peu ça ma préoccupation. Alors, excusez de vous couper. Et je rappelle que ici, nous parlons bien évidemment d'un sujet bien précis. Si vous avez des préoccupations en dehors de ça, vous pouvez me saisir en privé ou dans le groupe approprié. Donc, il y a des groupes de questions pour pour la formation. Vous pouvez poser votre préoccupation. Mais ici, nous parlons d'un sujet beaucoup plus précis. Si vous avez des questions liées à ça, c'est bienvenu. Mais si c'est en dehors de ça, merci d'exploiter le canal approprié par rapport à ça. J'espère qu'on se comprend, monsieur Diaba. Oui. Voilà. Bien clair. Voilà. Super. Vous pouvez m'écrire en privé quand vous pouvez. Il y a un groupe pour ça. Vous pouvez vous exprimer là-bas. Merci bien. D'accord. Merci bien. Bonsoir. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations? Alors, s'il n'y a plus d'autres préoccupations, nous allons donc, tiens, monsieur Kosakona Kona. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole, pêle-mêle. Parce que là, il y a certaines personnes qui ont soulevé la main, mais peut-être ils ne sont pas à côté. Donc, ceux qui sont à côté, qui ont des préoccupations, vous pouvez vous exprimer. Merci beaucoup, docteur. Oui, nous vous écoutons. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre initiative. Merci. Oui, nous vous écoutons. Bon, ma préoccupation après la formation, est-ce que tu peux nous délivrer une attestation de formation? Nous ne vous recevons pas, monsieur. Allô, vous m'écoutez? Oui, nous vous entendons maintenant. Allô? Oui, nous vous écoutons. Ok, en fait, moi, je vais répondre. Bonsoir à tout le monde. Ça va, monsieur le formateur, ça va? Oui. Ça va, tout va bien. Et donc, moi aussi, j'aimerais rebondir à ce sens, parce que la manière dont il parle aussi, à la fin de la formation, si nous serons attestés, quoi, en fait. Sa question part dans ce sens, quoi. Ah, d'accord. Mais vous parvenez à attendre. Oui. Si, la formation est sanctionnée d'une attestation. Ah, ok. Oui. Donc, c'est ça qu'il est en train d'essayer de demander, quoi. Ok. Oui, monsieur Kona, la formation est sanctionnée d'une attestation, bien évidemment. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Monsieur, Comment vous allez? monsieur El Hadja Moma Diouf, oui. Oui, c'était par rapport à la question que
un de nos amis vient de poser. Oui. C'est par rapport à l'attestation. Est-ce que vous avez tous les noms pour attester les étudiants comme ça? Ah, d'accord. Je ne sais pas si on se comprend. Vous demandez s'il y a de l'attestation par rapport Vous aux avez... séances de ce soir? Oui. Bon, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Il n'y a pas une attestation prévue pour cette séance, ces deux séances de ce soir. Peut-être pour les fois prochaines, nous allons penser à ça, mais ce n'était pas prévu. Ok. Si je vous comprends bien, il y aura d'autres formations à part. Oui, Yann, ici, nous avons juste parlé de l'introduction des bases de rédaction d'un projet communautaire. Et il y a un autre programme qui est mis sur 3 mois. C'est un programme dans lequel vous suivez d'abord une formation complète sur l'élaboration et la gestion, la mise en œuvre et la gestion du projet. C'est un programme de 8 modules. Et ensuite, il y a un suivi, c'est-à-dire un accompagnement. Si vous allez vous présenter, quelle est votre ambition? Est-ce que vous êtes dans une ONG? Est-ce que vous voulez créer une ONG? Si vous êtes dans cette logique de créer une ONG, nous, on va vous accompagner sur les différentes directives pour aboutir à la création d'une ONG. Et lorsque vous avez déjà une ONG, quels sont les démarches ou du moins les documents administratifs que vous pouvez mettre en place et comment postuler, comment soumissionner à un appel à projet. Donc, tout ce sillage dans le monde des ONG, nous allons partager ça avec vous dans ce programme-là. D'accord, merci. Merci. Ok. Moi, j'avais rédigé un projet qui concernait la création d'une ferme agricole. Ok. Ok. Je suis sénégalais. Actuellement, je réside au Sénégal. J'avais rédigé un projet qui parlait de la création d'une ferme agricole. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore déposé ça, le projet, pour un financement. Est-ce que je peux avoir les documents à fournir, ou bien les ONG, ou bien les entreprises, où est-ce que je peux déposer le projet comme ça? Alors, certainement, vous nous avez pris au vol. On a fait une différence entre un projet individuel ou un projet d'entreprise et un projet communautaire. Donc, si, par exemple, c'est un projet qui est lié à une entreprise que vous voulez mettre en place, ça, c'est un projet, c'est différent d'un projet communautaire. Et là, une institution, à moins que ce soit, par exemple, les concours qu'on lance pour les entrepreneurs pour financer les projets innovants. Ça, par exemple, il y a de ces concours qu'on lance, on peut dire que il y a une institution qui veut financer 2 ou 3 lauréats qui veut financer leur projet. Ça, c'est autre chose. Mais ici, lorsqu'on parle de projet communautaire, ça, c'est peut-être ça, c'est pour les ONG qui apportent une solution au sein des communautés. Mais si c'est un projet que vous avez rédigé pour vous-même, ça, c'est carrément autre chose. Je ne sais pas si on se comprend. Parfait, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Est-ce qu'il y en a qui ont des préoccupations? Donc, s'il n'y a plus de préoccupations, nous allons nous dire bonne soirée et on se retrouve de l'autre côté pour la suite du programme, pour bien évidemment ceux-là qui voilà. Oui, monsieur, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la suite du programme? Oui. Le reste du programme, ça sera payant. Oui, le programme de... On va s'inscrire.
Oui, le programme d'accompagnement, ça démarre, excusez, le programme d'accompagnement démarre du 1er octobre. Voilà, du 1er octobre. Maintenant, pour ceux-là qui veulent prendre le programme d'accompagnement, peut-être que l'avons dit, le programme d'accompagnement est à 15 000 francs pour ceux-là qui ont suivi cette deux séances d'hier à aujourd'hui. D'accord. D'accord. Coach, si vous pouvez nous faire parvenir comment dirais-je, les trucs, les paiements, comment ça se passe en temps, ce serait bon. D'accord. Dans le groupe, nous allons envoyer ça dans le groupe. Et le groupe que nous avons créé pour la circonstance, projet communautaire. D'accord. Merci encore. Merci bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? S'il n'y en a pas, merci à tous et on se retrouve de l'autre côté pour le programme d'accompagnement. Merci d'être resté du début jusqu'à la fin. Et ça nous va vraiment droit au cœur parce que ce n'est pas facile. La connexion, de garder la connexion pendant plus d'une heure de temps, ça prouve que l'intérêt que vous accordez à tout ce à l'initiative, nous vous en sommes reconnaissants et que le meilleur soit à nous tous et que Dieu facilite nos différentes activités, nos différents projets. Ensemble, nous pouvons aller très loin avec l'engagement des uns et des autres. D'ici à là, portez-vous très bien. Quant à moi, je vous dis à très vite. Bye bye.